Bienvenue sur ce balado qui aborde le sujet de la santé des femmes. Le meilleur de soi propose des rencontres inspirantes avec des invités qui parcourent les différents piliers de la santé intégrative. Ils et elles partagent une vision holistique de la santé et font la promotion de la prévention pour nous aider à vivre pleinement. Je suis Evelyne Robert, animatrice, et ce que j'aime le plus, c'est de créer ces espaces de rencontres qui nous permettent de se questionner, de réfléchir et d'apprendre. Je vous souhaite donc d'être inspirés pour votre santé. Herboriste thérapeute accréditée, diplômée en naturopathie, spécialisée en aromathérapie et en herboristerie, elle est cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie avec Michaël Zaya. Également collaboratrice dans le magazine Vivre, elle a écrit dans diverses revues. Elle a suivi des formations en biologie totale, puis elle a étudié l'accompagnement à la naissance. Au cours des dernières années, la consultation privée en personne ou à distance et l'enseignement ont pris une très grande place dans sa vie. Elle bouillonne de projets, explore la distillation et espère développer d'autres formations dans les années à venir. C'est un été qu'une rencontre a changé sa vie. Je vous présente Véronique Tanguay. Bienvenue, Véronique Tanguay. Merci, Evelyne. Merci pour l'accueil. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir, d'autant plus que moi, l'aromathérapie, c'est un sujet qui me passionne depuis quelques années. Et, et je suis issue du milieu des arts. Je ne sais pas si tu le savais, j'ai été productrice de spectacles. Et dans ta description, j'ai lu que tu étais productrice, mais productrice de plantes médicinales. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Au départ, cette production-là, c'est fait à partir, en fait, dès mon jeune âge, là, dès l'âge de 15 ans, j'ai développé une passion pour faire pousser les plantes. Et à ce moment-là, c'était des plantes pour faire sécher, non pas pour boire en tisane, mais pour faire des arrangements floraux. Donc, diverses fleurs de la terre familiale. Je m'occupais des plates-bandes, puis j'avais un espace dans le grenier du garage pour faire sécher. J'avais un espace dans le garage pour faire des arrangements floraux. Et cette passion, à la suite d'études en horticulture, s'est transformée vers une production de plantes qui sont un peu plus utiles, quoique dans la décoration, c'est toujours très utile aussi, très beau, mais qu'on pouvait faire pousser des plantes, qu'on ferait sécher aussi, dans l'objectif de se soigner. Donc, j'ai créé divers jardins dans ma vie. Un des premiers, le jardin de vie, à Brigham, dans un grand espace 100 000 pieds carrés, où j'ai rencontré justement Michaël Zayat, que tu connais aussi, donc une brève et furtive rencontre. Mais c'est là où j'ai vraiment commencé à produire les plantes médicinales et les jardins ont bougé de place, que ce soit à l'arrière-cour de chez Michaël, où il y a toujours un labyrinthe que nous avons créé, où les gens viennent marcher en festival, où est-ce que j'ai une partie de production de plantes médicinales et j'en ai chez moi également. C'est-à-dire que chacune de mes plates-bandes, aussi magnifiques qu'elles puissent être, sont composées de plantes d'utilité au niveau médicinal. Donc, ça paraît que ce soit l'échinaceum, la scutellaire, l'aulnay, etc. Donc, les formations qui ont lieu chez moi, je présente ces différentes plantes qui ont des propriétés médicinales que je vais transformer par la suite, soit par la macération, qui peut être dans l'alcool, qu'on appelle une teinture végétale, ou dans l'huile, une macération oléique. Et tout ça va me servir à moi, à ma famille. C'est mon premier objectif, c'est prendre soin de moi, de mes enfants, de ma famille, des gens que j'aime, mais aussi c'est dans ma pratique d'offrir à mes clients des plantes de haute qualité que je peux tracer du point A au point B. Donc, c'est vraiment moi qui les ai fait pousser, qui les ai fait sécher. Donc, je suis très fière de la qualité que je peux offrir à mes clients. C'est vraiment génial. Ça existe toujours d'ailleurs, les jardins de vie? En effet, le jardin de vie existe toujours. Le jardin de vie, c'est une entité, c'est mon entreprise en fait. C'est mon entreprise. Et le jardin de vie, on peut dire le labyrinthe du jardin de vie, se situe à Bromont, derrière l'ancienne maison privée de mon collaborateur Michaël Zayat. Donc, c'est toujours à cet endroit qu'on donne certaines de nos formations
en aromathérapie où les gens sont invités à venir marcher le labyrinthe du jardin de vie. Et c'est une drôle d'histoire parce que moi, je suis assez cartésienne. Si vous aviez vu mon jardin avant, c'était des buts en ligne. Pour moi, c'est simple, ça se déverse bien, ça se plante bien, c'est facile à marcher. Il a le projet de déménager une partie de ce jardin dans son arrière-cour. Puis là, il voyait comme une roue de médecine, puis quelque chose en rond. Puis je me disais, ah, que c'est compliqué cette affaire-là. Puis je suis arrivée un matin, puis je lui dis la veille, je dis, Mickaël, j'arrive demain avec une détourbeuse. Ça prend un plan. Là. C'est quoi qu'on fait comme jardin? Des lignes même verticales de l'autre sens. Tu sais? Il dit, attends demain, attends demain. Puis j'arrive le lendemain, puis il avait fait un trait comme ça en un coup de crayon. Ils avaient fait un labyrinthe qui arrivait exactement au centre. En un seul coup de crayon, le labyrinthe était créé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré les largeurs de plate-bande, les largeurs engazonnées pour circuler dedans, avec toutes les lignes qu'il avait fait. On a tracé ça, on a détourbé, on a déménagé les plantes et on s'est rendu compte après que notre magnifique labyrinthe du jardin de vie avait le même diamètre que le labyrinthe qui l'a inspiré, qui est celui de l'église de Chartres en France, donc 14 mètres de diamètre. Donc, sans même l'avoir prévu, juste en suivant les allées et les plates-bandes, on est arrivé au même diamètre. Donc, on l'appelle aussi le chemin de vie. C'est un labyrinthe, un vrai labyrinthe. Au Québec, on pense souvent les labyrinthes, ce sont des dalles de labyrinthe où on se perd dans les champs de maïs. Il faut trouver notre sortie. Un vrai labyrinthe, tel que le mot le dit, c'est un chemin où l'on se retrouve. Donc, c'est un seul chemin qui, parmi plein de détours, nous mène au centre. On ne se perd pas, on se retrouve. On arrive au centre du jardin qui est à l'image un peu de notre centre à nous aussi. Donc, c'est un jardin où l'on se retrouve, où on connecte à soi, qui est la vraie définition du labyrinthe. Wow, c'est vraiment... ça nous donne le goût d'y aller. D'ailleurs, j'en profite pour dire, tu parles de ton jardin qui est à Bromont. J'en profite pour dire que toi, tu es à Granby. C'est pour ça qu'on fait l'entrevue par Zoom. Puis c'est pour ça aussi que j'ai changé mon décor pour te recevoir spécialement pour toi. Donc, si le son coupe un petit peu par moment ou si on a l'impression de se parler avec un peu de distance, si vous avez cette impression-là, c'est vraiment parce que on est par Zoom et à Granby, il y a beaucoup de vent actuellement. Donc, ça se peut là, qu'il y ait des petites interférences, mais c'est pour. On tenait quand même à faire cette belle rencontre-là aujourd'hui. Véronique, tu es maman de 4 filles, puis tu es également dans le domaine de la périnatalité. J'ai fini par le dire. Explique-moi comment quelqu'un qui s'intéresse à l'herboristerie fait un ricochet vers ce domaine-là. Oui, ben, je m'en allais. Dans le fond, j'étais déjà chez Michael Zayat à travailler à temps plein. Je terminais mes études en naturopathie à temps partiel. Donc, j'avais déjà étudié l'herboristerie. Je terminais en naturopathie. Puis, je me suis intéressée à la grossesse, aux soins naturels durant la grossesse, aux femmes enceintes. Je m'étais inscrite à un cours d'accompagnement à la naissance. Puis je me suis dit, ah non, je suis trop chargée, arrête de te surcharger, mets ça de côté. Puis j'ai appris que j'étais enceinte. Je me suis dit, ah, je me réinscris, j'ai besoin d'outils. Je veux vivre une grossesse qui est saine. Je veux savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui pourrait ne pas l'être et développer mon ressenti et accompagner d'autres femmes. Alors, j'ai fait les cours de base et ensuite, j'ai fait la certification complète durant ma grossesse où j'ai fini les examens avec un bébé naissant que ma mère venait s'occuper pendant que je faisais l'examen. Puis, tu sais, je voulais. Hein? Donc, j'ai eu mon certificat d'accompagnement à la naissance et j'ai accompagné possiblement plus ou moins 150 femmes durant une bonne quinzaine d'années. Donc, c'est les suivis de grossesse. Un accompagnement à la naissance se fait en collaboration avec le médecin ou la sage-femme. C'est vraiment un suivi personnalisé où on répond aux besoins des clients selon les connaissances acquises de l'accompagnement et mes connaissances de base générales en aromathérapie, en herboristerie, en naturopathie également. Donc, c'est d'aider à préparer, à vivre une grossesse qui est saine, qui est naturelle, à se préparer pour un accouchement
le plus naturel possible, avec l'ouverture que s'il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas, c'est bien un accouchement. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions pour que ce soit le plus harmonieux possible? Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je ne fais plus d'accompagnement depuis. J'ai eu des petits accouchements surprises que j'ai dit oui, là, mais sinon, depuis que ma dernière fille est née, qui a 9 ans, c'était rendu très intense pour moi, mais pour mon mari, quand j'étais appelée la nuit, puis que je disais ah, bye chérie, ça se peut que je ne revienne pas avant 24 heures ou 36 heures, ou je ne le sais pas, puis je le laissais avec un bébé de 6 mois, 3 autres, les lunchs, l'école le matin, puis là, lui, il travaillait, là, il n'y avait pas de garderie encore, moi, je me pompais du lait. Là, je me suis dit, ouais, c'est intense. Alors, j'ai mis ça de côté. Aussi parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire de l'accompagnement, mais ça demande une disponibilité incroyable. J'ai manqué des anniversaires de mes filles, j'ai manqué des mariages qui étaient précieux pour moi, j'ai manqué des fêtes de Noël, des jours de l'an. Les parents qui m'écoutent vont savoir, oui, c'était moi. Euh, c'est la vie, c'est comme ça. Mais mon défi était que j'enseigne beaucoup. Je fais beaucoup de consultations aussi. Et quand les gens attendent 2, 3 mois pour leur rendez-vous, puis que je dois l'annuler, puis que je n'ai pas de place pour le remettre à court terme, ou que je dois annuler une classe complète, où j'ai eu des groupes sur Zoom de 50 personnes, c'est complexe pour moi. Ça me stressait beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai choisi de faire des suivis, d'accompagner des couples, des femmes enceintes, de les outiller pour les nausées, les douleurs à la symphyse. Donc, mille et une choses qui peuvent arriver, je peux les outiller, mais je ne serai pas à leur accouchement présentement. Moi, je sens que j'ai bien donné. J'ai passé le flambeau. Ah, c'est une bonne chose de le reconnaître aussi. Puis, tu me disais, depuis quand, dans le fond, parce que là, tu as fait tellement de choses, l'aromathérapie, c'est devenu vraiment une passion, je vais dire ça comme ça, mais depuis quand, comment c'est arrivé dans ta vie spécifiquement? Parce que, je veux dire, la naturopathie, la périnatalité, donc accompagner les gens pour la naissance de leur enfant, tout ça, c'est quand même des domaines, comme tu dis, qui demandent d'être engagés, qui demandent du temps et tout ça. Puis là, à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, le reste va devenir des outils. Tu me diras si c'est comme ça que ça s'est passé, donc la naturopathie et tout le reste. Mais je vais vraiment focusser en aromathérapie. À partir de Oui. quel moment tu te dis ça? Ça s'est fait tout seul. Je pense que ça s'est imposé de soi. Parce que moi, à la base, en premier lieu, j'étais herboriste. En rencontrant Michael Zayat, j'étais herboriste. Puis, c'est une rencontre fortuite, de hasard. Bonjour, bonjour. Puis, ça se termine là. Puis, un jour, je me dis, j'ai besoin d'acheter des petites bouteilles pour mettre mes macérations liquides. Puis, lui, il en vend. Alors, je vais y aller. Puis, je décide, j'arrive avec tous mes CV, ben pas tout pour lui, mais je les ai dans l'auto parce que j'avais terminé ma technique, je fermais le jardin et me voici sur le marché du travail à 20, 21 ans. Puis je me dis, bon, ben, je vais voir ce que ça donne. Puis il me dit, finalement, je lui dis que moi, je m'en vais chez Avril, je m'en vais toutes les places porter mes CV. Il dit, laisse tous tes CV ici, reviens lundi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et travailler pour Mickaël ne fut pas toujours facile. Donc, c'est un être extraordinaire, mais quand on apprend à connaître, c'est une mentalité différente. Donc, moi, j'aime bien dire que je pense en ligne, puis Mickaël, il pense en rond. Donc, on finit par arriver au même point, mais disons que pour lui, je trouve qu'on passe par beaucoup de détours. Donc, ça a été un très gros apprentissage pour moi de comprendre sa façon de fonctionner et de collaborer avec lui. Puis, ben, on a décidé, moi, je m'étais dit, je travaille un hiver, puis après ça, je repars le jardin, je m'en vais. Mais non, on a décidé vraiment de déménager le jardin, que j'ai choisi de rester collaboratrice avec lui et j'ai plongé à ce moment vraiment dans le domaine des huiles essentielles. Et ben, on a créé l'Académie Jardin de Vie. Donc, j'ai toujours enseigné l'herboristerie, mais les cours avec Mickaël, c'était les cours d'aromathérapie. Donc, 20 ans d'être imprégné d'enseignement d'huile essentielle, de faire des recherches, d'écrire des articles. Ça fait de soi que l'Académie Jardin de Vie est devenue une des écoles spécialisées au Québec en aromathérapie. Un peu méconnue au départ parce que tout le cours que j'ai écrit était vendu par l'Herbothèque, une très grande école d'herboristerie
Lanty, une des plus grosses au Québec, qui a subitement fermé ses portes en mai 2022, qui m'a redonné mon cours, que j'ai remis au goût du jour, vidéos, documents interactifs, tout ce que les gens souhaitent maintenant comme type de formation. Et nous avons relancé le certificat de conseiller expert en aromathérapie. Donc, maintenant, quand les gens me demandent en conférence, avec l'écriture d'un livre en aromathérapie, c'est sûr que je porte l'étiquette comme, en gros, aromathérapie. Et les gens qui viennent en consultation s'attendent peut-être à ce que je leur propose juste des huiles essentielles, mais non. Mes outils sont autant les plantes médicinales, l'alimentation, l'hygiène de vie et les huiles essentielles. Mais comme je l'enseigne beaucoup, j'en ai développé une bonne spécialité, si je peux dire, ce qui fait en sorte que j'ai une belle reconnaissance du milieu dans ce domaine. D'ailleurs, moi, j'ai été au Salon du Livre et j'ai une copie ici de ton livre, puis je suis vraiment passée à travers. C'est vraiment une mini-Bible. C'est vraiment facile à lire. C'est un outil autant pour savoir quoi utiliser comme huile, comment, dans quelles circonstances et tout, mais pas juste ça, t'expliques comment tu les fabriques et tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Bravo pour ce petit bébé-là. En tout cas, c'est vraiment, je suis très contente. Merci, Evelyne. Moi aussi, j'ai ma copie. Mon objectif, ben, en fait, j'ai eu l'honneur de me faire demander d'écrire ce livre. Et mon objectif de ce livre, c'était beaucoup de démystifier l'usage des huiles essentielles parce que depuis tant d'années qu'on enseigne, on se fait tellement dire de mythes. Et encore aujourd'hui, j'ai une question. Quelqu'un sur le site Internet a trouvé je peux-tu diffuser des huiles essentielles avec mes chats? Je pense que je vais écrire un article sur mon site web tellement que je réponds souvent à cette question-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de désinformation bon, les huiles, c'est-tu dangereux sur la peau, l'ingestion? Ah, c'est toxique. Oh non, ça ne l'est pas. Moi, l'objectif d'écrire un livre, c'est d'avoir un langage qui est vulgarisé, qui est accessible, mais un contenu scientifique aussi, et qui fait en sorte que le lecteur qui le lit me sent, m'entende. Comme il peut me sentir s'il veut, là, mais il faudrait que je sois proche. Mais sinon, ça risque d'être plus des huiles essentielles. Il va sentir les huiles essentielles, mais il va m'entendre. Donc, c'est une lecture comme si je vous enseignais, qui est très, très accessible. Et mon souhait, c'est que ce livre-là soit une Bible, soit une ressource pour les huiles essentielles du Québec et que les gens ne craignent plus leur usage et qu'ils les utilisent de manière sécuritaire sans se dire ah, tout à coup, j'ai fait quelque chose de pas correct, puis là, c'était-tu dangereux? Va voir dans le livre, c'est écrit. C'est vraiment ça mon objectif. Ben, c'est un très, très bel outil, en tout cas. D'ailleurs, peux-tu répondre tout de suite à la question? On m'a dit, moi, souvent, parce que, comme je t'ai dit, on s'est rencontrés un petit peu avant, puis je t'ai dit, moi, j'utilise les huiles essentielles depuis longtemps pour soigner ma famille. Et ma belle-mère, un jour, est arrivée chez moi, puis je faisais diffuser dans un diffuseur. Je faisais diffuser des huiles essentielles parce un de mes garçons avait une petite grippe. Puis elle m'a dit, fais pas ça, c'est super dangereux. Peux-tu répondre à ma belle-mère? Alors, il y a différents facteurs, il y a différentes questions à se poser. La première, c'est quelle est l'huile essentielle diffusée? Alors, la majorité sont sécuritaires en diffusion. Une minorité le sont moins, mais la diffusion demeure. C'est difficile de s'intoxiquer juste en diffusant des huiles essentielles. Généralement, à moins qu'on ait un bébé, là, les enfants, on bouge au niveau de l'espace dans la maison et les quelques gouttes d'huile essentielle qu'on diffuse se retrouvent diluées dans tout l'air ambiant. Donc, déjà, c'est assez difficile. Donc, notre premier choix, c'est notre huile essentielle. On doit s'assurer qu'elle ne fait pas partie de la liste de celles qu'on appelle les huiles essentielles neurotoxiques, donc qui sont composées majoritairement d'une famille biochimique, les cétones, qui peuvent donner des maux de tête, des nausées, etc. Donc, ça, c'est votre responsabilité. C'est écrit dans la littérature. Par la suite, c'est le choix du diffuseur aussi. Alors, un modèle commun qu'on utilise depuis de nombreuses années, c'est l'atomiseur, le nébulisateur, appelons-le comme on veut.
c'est qu'il diffuse des huiles essentielles 100% pures. Donc, il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'huile végétale. Donc, tout ce qu'on met quand on le part se diffuse, ce qui donne un outil très, très thérapeutique parce qu'en très peu de temps, j'ai beaucoup de molécules aromatiques qui se retrouvent dans l'air, qui sont de très, très petits diamètres, ce qui fait en sorte qu'elles flottent longtemps, qu'elles créent une forme d'aseptisation de l'environnement et que je vais respirer, ainsi que mes enfants, et qui va rentrer dans mes poumons, puis par les alvéoles pulmonaires et les capillaires sanguins, il va y avoir un échange sanguin, ça va se retrouver dans ma circulation. C'est ça l'objectif, c'est de travailler à tonifier, stimuler l'immunité, peut-être augmenter l'énergie, calmer, aider à faciliter l'endormissement, dégager les poumons, tuer les pathogènes, etc. On a l'autre modèle qui utilise de l'eau, que je vais appeler ici le brumisateur. Donc, le brumisateur, c'est une coupole qu'on met de l'eau, on dépose quelques gouttes d'huile essentielle ici. Et ce qui se diffuse, la brume, c'est de l'eau. Donc, c'est un peu comme un humidificateur dans lequel on a quelques gouttes d'huile essentielle, ce qui fait que dans une chambre d'enfant, dans une clinique, un bureau, c'est doux comme odeur, c'est très sécuritaire parce qu'il n'y aura jamais plus de gouttes d'huile essentielle dans l'air que les 3-4 qu'on a mis. Même s'il marche pendant 2 heures, même s'il y a de l'eau pendant 2 heures qui sort, il n'y aura jamais plus d'huile essentielle. Donc, dans le cas de l'atomiseur ici, c'est le temps de diffusion qui compte. Dans le cas du brumisateur, c'est le nombre de gouttes qui compte. Et comme ces gouttes sont liées à de l'eau, elles sont plus grosses, elles sont plus lourdes, elles restent moins longtemps en suspension, donc ça sent moins longtemps, mais on l'absorbe moins bien. On le respire, ça va dans les poumons, mais la grosseur de la molécule rend difficile le passage entre l'alvéole pulmonaire et le capillaire sanguin. Donc, l'effet thérapeutique, si ça ne se passe pas dans les poumons, est réduit. Donc, le meilleur outil thérapeutique, c'est le diffuseur. Donc, on a le diffuseur électrique ici, atomiseur, nébulisateur. Donc, on a notre choix d'huile qui est important. On a le type d'outil. Donc, si on a un outil comme ça qui diffuse de l'huile pure, c'est le temps qui compte, généralement 5 à 10 minutes. Ce n'est pas un outil qu'on laisse fonctionner 1 heure de temps. Ça va sentir beaucoup trop fort. On a l'âge de l'enfant ou du bébé et la proximité du diffuseur. Et ce sont tous ces critères qu'on doit considérer avant de dire c'est dangereux ou c'est sécuritaire. C'est très intéressant. Moi, chez nous, j'ai autant à mon travail qu'à la maison, c'est des diffuseurs avec de l'eau où je mets quelques gouttes. Puis, à partir de quel âge ce serait dangereux ou pas dangereux? Je vais dire ça comme ça. En fait, mes filles sont tombées dans la potion magique à la naissance. J'ai euh, j'ai été enceinte et je travaillais dans les huiles essentielles. Je les manipulais. Quand je vous dis que je les manipulais, moi, c'était des galons là, que je transversais, je chiffonnais des barils. Tu sais. Donc, je faisais attention, mais je n'ai jamais craint l'usage des huiles essentielles. J'ai travaillé avec mes 4 bébés dans le porte-bébé sur moi en faisant les mélanges. Donc, je ne veux pas ici vous amener à mal utiliser ou à banaliser l'usage des huiles essentielles, mais je veux vous démontrer qu'on les craint peut-être beaucoup trop et qu'il n'y a pas d'âge minimum pour utiliser les huiles essentielles. Par contre, la meilleure aromathérapie chez nos bébés, c'est la mère, c'est l'odeur maternelle. Alors, on a très peu de raisons d'utiliser des huiles essentielles sur les bébés et avec leur peau fragile et leur petit métabolisme, généralement, seul le diffuseur ou la diffusion en général demeure un outil sécuritaire pour les bébés. Après, je reviens, c'est le choix de l'huile essentielle qui fait que c'est sécuritaire ou pas. C'est le modèle de diffuseur selon le temps de diffusion ou le nombre de gouttes. Et c'est la proximité de l'enfant qui fait la différence. Donc, il n'y a pas de minimum d'âge, mais il y a des minimums de connaissances à acquérir pour les utiliser sécuritairement. C'est vraiment intéressant. Merci de me confirmer ben c'est ça, hein, c'est vraiment l'instinct, même au niveau des mixtes et tout ça, tu sais, je vais maintenant, ça fait plusieurs années, là, tu sais, je vais vraiment avec mon feeling, là, tu sais, selon comment je vois mes enfants, comment ils filent, ben je vais aller chercher les huiles essentielles, puis
pour vrai, il y a un haut taux de succès. Donc, je continue. Maintenant, pour en revenir, je t'ai posé une question au sujet des femmes de 40 ans et plus parce que on peut aussi te consulter en tant que femme de 40 ans et plus. Et je te demandais, les femmes qui te consultent, qu'est-ce qui revient le plus souvent pour toi dans ton Mhm. bureau comme Oui. sujet? Est-ce que tu veux... C'est très diversifié, là. Cette question-là, je me suis concentrée, hein. Je me suis dit, bon, j'ai pensé, mettons, à ma semaine, aux clientes que je vois. Puis c'est assez diversifié, hein, que ce soit les troubles digestifs, les différentes infections chroniques. Mais j'avoue que selon la période de l'année, je vois un peu plus de fatigue, de gestion du stress. De fatigue, je pourrais lier avec ça d'insomnie également. Et je vois beaucoup de femmes qui, dans la consultation, même si ce n'est pas nécessairement toujours l'objectif principal, ont des défis hormonaux qui peuvent amener ces différents symptômes. Donc, les hauts et les bas au niveau de l'humeur, les périodes d'insomnie nocturne, les bouffées de chaleur. Alors, c'est une réalité chez bon nombre de femmes que certains de leurs symptômes, et même quand elles viennent pour de l'inflammation chronique dans les articulations, souvent, on a un lien avec la transition hormonale. Ça fait partie des symptômes aussi. Donc, quarantaine, mi-quarantaine surtout, ça fait partie du défi de certaines femmes, un bon nombre de femmes, d'allier la santé et de minimiser les différents inconforts reliés aux changements hormonaux. Hmm. Puis là, c'est sûr que je te demanderai pas de faire un exposé de ton livre parce qu'on va faire une rencontre qui va durer 2 jours. Mais est-ce que tu pourrais, par exemple, me dire qu'est-ce que tu me suggères si je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété au niveau Mhm. des huiles? Oui. Avant de proposer une huile, je poserais plus de questions. Par exemple, le contexte de l'anxiété, de jour, de nuit. Est-ce que c'est en état de stress quand tu es plus fatigué? Est-ce que c'est quand tu sautes des repas, une forme d'hypoglycémie? Tu sais, je questionnerai un petit peu plus pour m'aider à affiner ma recommandation sur ce qui fonctionnerait le mieux. Parce que on peut avoir 10 huiles essentielles et même plantes qui sont anxiolytiques. Mais mon objectif en consultation, c'est de choisir celle qui va couvrir le plus des autres besoins aussi. Donc, j'ai besoin de faire un tour de santé sur le sommeil, la digestion, les différents systèmes corporels pour que l'huile essentielle couvre le plus de besoins possible et qu'on n'ait pas besoin de 10 huiles essentielles pour 10 problèmes, mais une seule pour 10 défis. Alors, dans le cas de l'anxiété, il y aurait beaucoup de choix qui s'offrent à nous. Mettons qu'on reste un peu plus dans le domaine de l'aromathérapie parce qu'en consultation, je travaille autant avec les plantes médicinales que les huiles essentielles. Et au niveau de l'anxiété, on a au Québec une huile essentielle qui est absolument formidable et c'est la pruche du Canada, Tsuga canadensis. La pruche est très présente dans ma région ici, dans les cantons de l'Est, dans la montagne de Bromont. Il y a beaucoup, beaucoup de pruches. Donc, c'est un conifère du sud-est du Canada. C'est un conifère qui a des toutes petites aiguilles plates et douces, comme le sapin baumier, mais 2 fois plus petites, et qui a un bois très, très dur, très recherché en construction parce que c'est un bois qui ne pourrit pas. Et en même temps, c'est des aiguilles d'une douceur. Quand on caresse la pruche, elle ne pique pas. C'est une huile essentielle qui est très douce. On a des notes de conifères, mais avec des petites notes florales également. On a une douceur et c'est ce qui est partagé dans nos formations d'aromathérapie énergétique, où est-ce qu'on est vraiment dans le ressenti, qu'est-ce que me fait une huile essentielle quand on découvre une essence sans savoir qu'est-ce que c'est, puis qu'on se laisse imprégner par les molécules aromatiques et qu'on partage notre ressenti. Je suis toujours épatée de voir le partage commun des différents participants, du moins dans une majorité où est-ce que souvent les gens, dans le cas de la pruche, vont nommer l'enveloppement, le confort, le réconfort, la sensation vraiment d'être
enveloppé. Et c'est ce que fait la pruche. Et la pruche, elle a une composition particulière parce que quand on regarde tous nos conifères, ça se ressemble un peu. Hein? Ils ont toutes leurs petites. Si on lit les compositions biochimiques, puis des fois, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas si important que ça. Mais la pruche, elle a un tiers de sa composition d'une famille biochimique qui est très, très anti-stress, très calmante, très antispasmodique, ce que le sapin baumier ou le pin blanc ou le pin sylvestre n'a pas. Donc, la pruche, elle a déjà ça. Elle porte ces molécules-là qui apaisent le niveau de stress et c'est une huile essentielle très, très douce qu'on peut appliquer sur la peau. Elle est plus chère que les autres conifères parce qu'elle est peu produite au Québec. Ses aiguilles sont petites et sa production est limitée. C'est pourquoi ce n'est pas une huile que je propose beaucoup, beaucoup en diffusion parce qu'elle est 3 fois le prix du sapin baumier. Donc, c'est juste pour tuer les bactéries puis aseptiser votre salon. Diffuser du sapin baumier, c'est très joyeux aussi comme note olfactive. Donc, la pruche, c'est pour vous. Il y a un moment de stress qui monte. On l'applique une goutte. Ça peut être sur les poignets en faisant une tente olfactive comme ça, prendre 1 minute ou 2, peut-être faire un exercice de cohérence cardiaque, vous centrer, vous détendre. Ça peut être une goutte au niveau du cœur aussi ou du plexus. Ça pourrait être une goutte au niveau du front pour aider à calmer un mental qui est hyperactif, pour aider à vous endormir si vous avez plein de pensées qui vous assaillent. Puis dans les cours que je donne pour les massothérapeutes, je dis toujours, c'est l'huile essentielle pour les clients qui parlent tout le temps. Ceux qui lâchent pas prise, puis qu'on dirait qu'ils sont pas détendus pendant le massage. Généralement, c'est immanquable avec la pruche. Il y a une relaxation, le client s'endort, il ronfle. Donc, pour vous-même et pour les enfants, c'est une huile essentielle de choix chez les enfants qui ont de la difficulté à s'endormir, qui font des cauchemars, des terreurs nocturnes, même chez les tout petits. Ça peut être l'occasion de faire un massage peut-être au niveau des pieds ou le long de la colonne vertébrale parce qu'on a un accès direct au système nerveux, légèrement dilué pour être certaine qu'il n'y ait pas d'irritation, même si c'est une huile très, très douce pour tous. Ça s'étend mieux de toute façon quand on prend un petit peu d'huile à massage. Donc, pour vous, quelques gouttes pures. Pour les autres, si vous souhaitez vraiment masser, quelques gouttes légèrement diluées. Disons que la pruche, je vous invite à l'essayer. Ça serait un premier choix parmi tant d'autres qui est très intéressant. Donc, depuis des années, quand j'achète mes petites bouteilles d'huile Michael Zaya, c'est probablement toi qui les as mis dans ces bouteilles-là, hein, parce qu'ils sont disponibles dans plusieurs boutiques. C'est des huiles du Québec, de l'Estrie. euh, En effet, j'ai été pendant une quinzaine d'années à temps plein aussi embouteiller les huiles essentielles, étiqueter, embouchonner, faire les commandes, faire les envois, répondre aux questions, etc. Je ne fais plus ça maintenant. Son fils a pris une partie de la relève au niveau de l'entreprise en créant la boutique Zayat Aroma, donc la boutique en ligne, la boutique physique à Bromont, la boutique physique à Montréal également. Donc, moi, je suis dédiée totalement à l'enseignement, à l'écriture et à la consultation. Et tu en as beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand je t'ai demandé quelques conseils, je t'ai demandé quelques conseils que tu pourrais nous donner à nous, les femmes de 40 ans et plus, tes réponses m'ont vraiment surprise parce que c'était vraiment dans le prendre soin de soi, de prendre des moments pour soi aussi. Tu suggérais, entre autres, de cuisiner, d'aller prendre des marches, de faire du yoga, de se Ben, faire masser aussi, de... je me suis questionnée sur qu'est-ce qui me fait du bien à moi, Ah! qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place dans ma semaine pour conserver mon équilibre. Ben, je le sais que j'ai besoin d'une marche par semaine, j'ai besoin d'un cours de yoga par semaine, j'ai besoin d'autant m'aérer l'esprit, être en nature que de travailler fort physiquement. Moi, j'ai besoin d'un cours de yoga qui m'amène à me dépasser, mais il faut y aller avec ce qui nous fait du bien. J'aime moi puis mon mari, qu'on cuisine ensemble, qu'on ait du plaisir ensemble. Donc, c'est des moments qui sont importants.
Donc, ce que je propose à chacun, c'est de vous questionner sur qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous le savez sûrement, est-ce que c'est de vous asseoir, lire un livre qui vous ressource, prendre du temps pour vous? C'est facile de donner du temps à tout le monde autour de nous, puis on arrive à 9h, 9h30 le soir, c'est fini, plus d'énergie. Mais est-ce que ce ne serait que de humer une huile essentielle? Juste prendre, des fois, j'ai pas eu beaucoup de temps, je sélectionne dans mon coffret d'huile essentielle une huile, puis je m'évade avec cette huile-là, je me laisse imprégner, puis et voilà, ça a été mon temps pour moi. Mais c'est un temps que j'ai trouvé précieux. C'est l'intention que j'y ai mis. Donc, c'est de chacun d'entre nous, qu'est-ce qui vous fait du bien et aussi de vous prioriser parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va prendre autant soin de vous que ce que vous pouvez faire vous-même. Les huiles nous font voyager aussi. Tu sais, il y a certaines huiles, quand on les sent, on a l'impression vraiment d'être complètement ailleurs. Est-ce qu'il y a des huiles comme ça, une huile en particulier à laquelle tu pourrais penser, là, qu'en la sentant, on a vraiment l'impression d'être dans un autre pays, là? Il y en a beaucoup parce que dès qu'on sort des conifères, puis si on va à la rose, mais en fait, c'est que pour se sentir dans l'autre pays, il faut avoir été dans l'autre pays parce que c'est comme ça que mon cerveau crée un repère. Si je sens de la rose de Damas, ben moi, je me sens dans mon jardin à côté de mon rosier parce que j'ai pas de référence, j'ai pas été en Orient, j'ai pas senti des rosiers là-bas. Donc, mon souvenir, ben, je me souviens de la roseraie à Sherbrooke, on avait distillé de la rose. Donc, l'odeur ne me ramène pas nécessairement dans un autre pays, mais me ramène à des souvenirs auxquels j'ai associé cette odeur. Donc, j'ai une odeur, quand je pense à l'hélicryse italienne, il y en a qui vont se rappeler la Corse, le sud de l'Italie, parce que la plante y pousse. Mais moi, je me rappelle de l'Arizona, parce que j'y étais avec Michael, j'avais eu un fort coup de soleil, puis on m'avait appliqué de l'hélicryse italienne, une odeur que souvent les gens font ouh, c'est tellement nouveau comme odeur qu'on ne sait pas si on aime, si on n'aime pas, parce qu'on n'a pas de référence au niveau de la mémoire. Donc, les gens sont souvent déstabilisés par des nouvelles odeurs, mais à partir du moment où on crée un souvenir, ben, qu'il soit positif ou négatif, on est capable de l'associer à quelque chose. Donc, c'est ça, si je sens l'hélicryse, moi, je suis au soleil en Arizona avec un coup de soleil, même s'il n'y a aucune fleur d'hélicryse qui pousse. Donc, on peut voyager, mais on va voyager selon comment est-ce qu'on a créé nos souvenirs en lien avec l'odeur. Un autre exemple, quand je sens le romarin, j'adore le romarin, mon souvenir est beaucoup plus Wildwood parce que où est-ce qu'on stationnait, il y avait des gros bosquets de romarin puis je passais les mains dedans. Puis je suis allée en Europe et j'ai pas tant croisé de romarin. Moi, le romarin, c'est les vacances à Wildwood plus que mon séjour en Europe. Donc voilà, donc oui, les huiles essentielles nous font voyager parce que l'odorat est le seul sens qui n'est pas filtré par le cortex. Donc, les nerfs olfactifs se dirigent directement vers le cerveau limbique, qui est le cerveau de la mémoire. Et il y a de plus en plus d'expériences qui se font un peu plus en Europe, dans les hôpitaux, pour les personnes qui ont des traumatismes crâniens, qui ont des pertes de mémoire ou un début d'Alzheimer, de ramener la mémoire avec les odeurs pour raviver l'histoire. Et on va le voir dans le cadre de nos formations où on fait sentir certaines huiles essentielles où les gens se revoient dans un contexte. Et le plus facile, le plus familier, c'est la fameuse huile essentielle de thé des bois produite au Québec, souvent importée malheureusement aussi, mais que les gens, quand ils vont sentir, c'est la paparmane rose sur la table de grand-maman. Puis ils voient même le pot en vitre avec le couvercle. Puis il ne fallait pas qu'il reste juste des blanches ou des vertes. Il fallait encore qu'il y ait des roses. C'est profond le souvenir. Puis ils ne pensaient pas une minute avant. Là, ils avaient oublié ça, là, les paparmanes chez grand-maman. Et là, ils se revoient là, le party de Noël, les bottes dans le bain, les manteaux sur le lit, les paparmanes. Tout arrive d'un coup comme ça. Et c'est la magie des odeurs où est-ce qu'elles peuvent nous faire voyager, non pas juste dans certains pays, mais dans certains souvenirs aussi.
Oui, dans certaines émotions aussi. Aussi. Donc, fait que l'odorat, dans le fond, c'est vraiment directement lié, en tout cas pour moi, à mon bien-être. Quand ça sent bon, je suis bien. J'ai vraiment, c'est ça. Je suis très sensible à l'odorat. Peut-être pour ça que je suis autant intéressée aussi par les huiles essentielles. Et puis, euh, y a-t-il des erreurs qu'on peut faire ou pour, tu sais, des erreurs qu'on peut faire avec les huiles essentielles, mais au-delà avec les huiles essentielles, pour prendre soin de notre santé, de notre bien-être, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais Mm. soulever? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ou Ouais, ouais. Ou qu'est-ce qu'on Euh, fait que ce serait bien qu'on le fasse plus? mettons, si c'est pas juste par rapport aux huiles essentielles, par rapport à tout, c'est une excellente question. Et je pense que à chacun d'entre nous, quand on est à l'écoute, on peut intuitivement savoir qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Que ce soit face à des aliments, des habitudes de vie, certaines choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas assez, qu'on devrait prioriser. Donc, je pense pas qu'il y ait une chose pour tout le monde, mais qu'il faut se ramener à quand je fais quelque chose que, ouais, c'était peut-être pas ce qui me fait le plus de bien, de le considérer, de le reconnaître et de dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? Donc, c'est très vaste. La question est vaste aussi. Au niveau de l'aromathérapie, très concret, très physiquement, si jamais vous appliquez une huile essentielle, c'est la première chose qui m'est venue quand tu as dit est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mal faire? Ben, on pourrait mettre une huile essentielle qui chauffe sur la peau, puis on ne le savait pas. Ou des fois, on s'est trompé de bouteille, puis on a mal lu que ça avait une dermocausticité, ça chauffe un peu sur la peau. On prend la bouteille, on en met deux, trois gouttes. Là, on se rend compte, oh mon Dieu, c'était pas celle que je pensais que c'était du thuya, puis c'est du thym à thymol, puis là, ça va chauffer. Alors, la première chose à faire, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une huile essentielle, c'est liposoluble. Lipo pour le gras. Ça aime se dissoudre dans le gras. Donc, il ne faut pas passer la main sous l'eau. On va étendre l'huile essentielle. Il faut prendre un linge, mettre quelques gouttes, une petite quantité d'huile végétale de votre choix, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, n'importe quoi de cuisine que vous avez sous la main. Et nous allons essuyer tout simplement. On ne vient pas masser puis frotter. Là, on va rentrer une huile essentielle qui chauffe sur la peau. On vient tout simplement essuyer et ça va tirer l'huile essentielle. S'il y a encore une sensation désagréable quelconque, 2-3 minutes après, on reprend un nouveau mouchoir, un nouvel essuie-tout, on remet encore un petit peu d'huile végétale, on le fait une deuxième fois. Habituellement, c'est complètement réglé et ça peut arriver que ce soit sur les adultes ou sur les enfants. Des fois, on s'applique des huiles régulièrement, ça ne chauffe jamais, on est toujours bien à l'aise. Là, une fois vous sortez d'un bain très, très chaud, votre peau est rouge, les pores de peau sont verts, vous faites la même chose, même huile essentielle, même nombre de gouttes, clic, 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 puis là, ça brûle. Les pores de peau sont verts, la pénétration a été exacerbée. On essuie avec une huile végétale, puis on se dit, je ne m'inquiète pas. Puis l'autre chose aussi, par rapport à beaucoup de recommandations dans la littérature, puis c'est mentionné dans mon livre, c'est de mettre les huiles essentielles dans le bain. Puis ça, c'est tellement commun dans tous les livres que ça devient naturel pour les gens, comme si ça allait de soi de mettre les huiles essentielles dans le bain. Malheureusement, les huiles essentielles et l'eau ne se mélangent pas. Hein? Donc, ça flotte toujours un peu sur le dessus et ça va vous prendre un excipient, donc une base pour essayer de mélanger tout ça et vous allez voir mille une idées dans les différents livres. Le jaune d'œuf, le lait en poudre, le bain moussant, quoi d'autre, le sel de mer, ça finit plus, tout pour salir votre bain. Et ça finit toujours en bout de ligne par se séparer un peu puis flotter sur le dessus. Puis n'oubliez pas que dans le bain, l'eau généralement est chaude, assez chaude. Puis ça va augmenter la pénétration des huiles essentielles, mais aussi la sensibilité de votre peau. Donc, vous risquez de réagir plus, d'autant chez les enfants. Donc, on ne devrait pas mettre d'huile essentielle dans le bain. Puis je le sais, vous allez me dire, ah, mais 2-3 gouttes de lavande. Je sais, 2-3 gouttes de lavande, mais tout le monde fait ça, puis c'est sécuritaire. À un moment donné, vous allez peut-être mettre du romarin, de l'eucalyptus, autre chose, puis vous allez dire, de l'orange, de la mandarine. Oh, taboy, ça se met à piquer à un moment donné partout, les jambes. Puis si vous vous posez la question, est-ce que ça va empirer? Oui,
sortez du bain. Ça va empirer. Il faut simplement après mettre un peu d'huile puis enlever sur notre corps. Mais tu sais, vous allez le tolérer. Mais si c'est un enfant, il pourrait pleurer et dire ah, ça brûle vraiment, puis c'est désagréable. Puis pourtant, c'était tellement anodin, les quelques gouttes. Mais quand on s'assoit, puis on a le film sur le dessus, et c'est tous les organes génitaux qui vont toucher en premier. Puis quand on sort le bras comme ça, ben, on a le film huileux sur le dessus parce qu'il s'étend même à quelques gouttes, il s'étend sur le bain. Et là, si on se gratte les yeux, donc nous, on va se dire ah, c'était une mauvaise action, j'aurais pas dû. Mais si on le fait à nos enfants, ils vont peut-être s'en rappeler toute leur vie de notre usage avec les huiles essentielles. Donc, moi, je dis, si vous voulez que ça sente bon dans votre salle de bain, vous voulez décongestionner vos voies respiratoires, vous voulez relaxer, diffusez des huiles essentielles pendant que votre bain coule. Là, ça va sentir super bon. Si vous avez mal quelque part, vous avez une tension musculaire, vous voulez relaxer, mettez du sel d'Epsom dans le bain. C'est super sécuritaire. Vous allez avoir un bain riche en potassium, riche en magnésium pour relâcher vos muscles. Et après le bain, les 5-6 gouttes que vous aurez mis dans tout l'eau du bain, mettez-les là où vous avez mal. Et là, vous allez vous dire, ah, ça fonctionne vraiment. Parce que si c'est dilué dans tout l'eau du bain, c'est quoi la quantité qui se retrouve vraiment sur la tension spécifique, là, le spasme musculaire? Il n'y en a pas tant que ça. Donc, les gens vont dire, ah, ça ne marche pas vraiment. Mettez-les là où vous avez mal, puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus efficace. Puis, vous allez moins salir votre bain. N'oublions pas que les huiles essentielles sont des solvants et ils peuvent abîmer à long terme le vernis du bain. Oh wow, ben merci pour tous ces beaux conseils-là. Puis en parlant de ça, c'est toutes des erreurs qu'on peut faire. Y a-t-il des mythes un peu rigolos? Là, je te pose une question comme ça, peut-être que tu vas faire comme, oh mon Dieu. Y a-t-il des mythes que tu dis, j'aimerais ça que tout le Oui, ben, monde. oui, il y a un mythe qui revient souvent. C'est si j'oublie mon diffuseur, je l'oublie, il fonctionne. Puis je l'oublie, là, je vais le brûler. Mais en fait, le diffuseur ici, ça, c'est une pompe qui souffle de l'air, un peu comme une pompe à aquarium qui est faite pour fonctionner 24 heures sur 24. Je vais vous dire un secret, là. La pompe, elle ne sait pas qu'il y a de l'huile ou pas dans le verre. Elle ne sait pas. Fait que quand vous le partez, qui marche ou qui ne marche pas, je veux dire, elle souffle de l'air, qu'il y ait de l'huile essentielle dans la verrie ou qu'il n'y en ait pas, ça ne brûlera pas votre pompe. Elle est conçue pour ça. Ça, je l'ai entendu, ce mythe-là. Par contre, je suis d'accord que si votre pompe, par exemple, a une durée de vie, puis là, je dis n'importe quoi, mettons 2000 heures, OK? Puis vous l'oubliez pendant une semaine de temps, vous êtes parti en Floride, bien, vous venez de passer une coupe d'heures. Hein? Donc, mais c'est à cause de ça. C'est parce qu'elle a une durée de vie. C'est pas parce que vous allez brûler votre pompe parce qu'elle fonctionne dans le vide, parce qu'il n'y a plus d'huile essentielle. Ne craignez pas. Vous n'avez pas fait de dommages à votre diffuseur. Vous avez peut-être juste un petit peu trop diffusé d'huile essentielle momentanément. Donc, ça, il y a un petit mythe par rapport à ça. Il y a les mythes par rapport à l'application cutanée. On ne met jamais les huiles essentielles pures sur la peau. C'est dangereux, ça peut brûler la peau. Il y a des huiles qui peuvent brûler la peau, qui sont bien citées dans mon livre, qu'on dilue toujours, mais même qui ont très peu d'application en usage cutané. Et il y a beaucoup, la majorité, d'huiles essentielles qu'on peut appliquer peu sur la peau, généralement à la goutte, en petite quantité. Et sinon, pour être plus sécuritaire, on les dilue légèrement, tout simplement. Et l'autre mythe qu'on entend souvent aussi, c'est on n'ingère jamais les huiles essentielles, c'est tellement toxique. Alors, si c'était si toxique que ça, il y aurait donc il y aurait combien de Français qui seraient décédés tellement qui font usage de l'aromathérapie pour se soigner et ce, par voie orale depuis combien d'années? Alors, la réalité, c'est qu'il existe des huiles essentielles toxiques qu'on n'ingère pas. Elles sont citées dans le livre et il existe des huiles essentielles qu'on peut ingérer très sécuritairement. Mais dites-vous que c'est toujours le dosage qui crée la toxicité. Si c'était Michael Zayat qui vous parlait, il vous dirait le liquide le plus toxique, c'est l'eau. Pourtant, l'eau est essentielle à la vie. Je peux boire 1 litre d'eau, mais je ne peux pas en boire 10. Je ne peux même pas en boire 6 d'un coup. Je vais m'intoxiquer puis je vais me créer je vais me noyer de l'intérieur. Et ce n'est que 6 fois la dose.
Alors, c'est la même chose en aromathérapie. Quand on dit que c'est une goutte, c'est une goutte. C'est pas 6 gouttes qu'on ingère. Et c'est là qui fait la différence entre un dosage sécuritaire, bien encadré, et un dosage qui serait dangereux. Donc, il faut savoir quelle huile on peut ingérer, quelle huile on ne peut pas, et ensuite s'assurer d'avoir un dosage sécuritaire. Donc, c'est tout ce qui est bien expliqué dans mon livre d'aromathérapie. Je confirme, je confirme. Puis il y a beaucoup de belles avancées en aromathérapie. C'est vraiment le fun parce qu'au Québec, on ne pensait pas que ça allait arriver un jour. Il y a même des études scientifiques qui sortent de plus en plus. Il y a des cliniques qui les utilisent, tout ça. Tu m'as parlé aussi que l'Institut Armand Frappier faisait des choses pour l'aromathérapie. Peux-tu m'en parler? Exactement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre sur pied, mais qui est fait depuis longtemps, mais il y a autre chose qui est en train de se mettre sur pied. On va avoir plus d'informations dès 2025. En fait, l'aromathérapie au Québec, en soi, elle est jeune. Pas les plantes médicinales, pas l'usage des plantes aromatiques qui ont toujours été utilisées par les Autochtones, les bâtons de fumigation, etc. Mais le fait de séparer l'huile essentielle et de l'utiliser non pas dans un rythme chamanique, mais pour se soigner, c'est plutôt jeune au Québec. On a accès à beaucoup d'études, souvent faites pour des molécules isolées. Donc, on prend une molécule dans l'huile essentielle, on l'étudie souvent dans des plots pétris, on démontre des propriétés antibactériennes, antivirales, etc. Il nous manque quand même un peu d'études cliniques sur des gens, des humains, pour confirmer leur très grand potentiel thérapeutique, ce que l'humain fait depuis presque, je dirais pas tout à fait une centaine d'années, là, parce que c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu une démystification au niveau de l'usage des huiles essentielles, entre autres grâce au livre de Jean Valnet. Donc, on est vraiment dans une médecine qui, dans d'autres pays, a beaucoup plus d'études sur leurs huiles essentielles. Et nous, on est dans un élan de créer, grâce à la fondation de l'Institut d'Armand Frappier, d'aller chercher des dons pour amener des études cliniques qui coûtent des milliers de dollars et pour lesquelles les compagnies pharmaceutiques ont peu d'intérêt parce que les huiles essentielles ne sont pas brevetables. C'est un produit accessible à tous. On ne le synthétise pas, on ne le standardise pas. Il est là, c'est ce que la nature nous offre. Donc, ça va être, c'est aux passionnés, c'est à nous en tant que société d'investir pour avoir quelques études cliniques et il y en a récemment qui ont été faites et c'est beaucoup plus, je ne m'attribue rien ici, c'est beaucoup plus avec Lucie Mangui qui a été propriétaire de la compagnie Alixir à Grondines, qui a un beau partenariat qu'elle est en train de créer avec la Fondation Armand Frappier. Donc, c'est par son intermédiaire que je vous passe le message et c'est grâce à elle qu'il y a eu récemment des études pour l'usage des huiles essentielles sur la conservation des aliments et les céréales, l'usage des huiles essentielles antimicrobiennes face à certains virus respiratoires. Alors, il y a des choses qui se passent et on va en entendre parler davantage dans les prochaines années, que ce soit pour aller chercher des fonds, puis faire davantage d'études cliniques. L'objectif est de faire rayonner l'aromathérapie, de rendre cette médecine complémentaire toujours très accessible à tout le monde et d'amener des preuves sur papier que l'usage ancestral et l'usage traditionnel a toute sa valeur. On fait juste montrer pourquoi, tout simplement. Ben, c'est un peu ça, hein, l'idée de la science, mais c'est vraiment, vraiment le fun parce que c'est une autre façon de prendre soin de soi de façon naturelle, puis aussi en étant autonome. Tu sais, combien d'urgences j'ai évité, moi, avec mes enfants, grâce à ma petite pharmacie d'huile essentielle. C'est ça. Alors, je suis vraiment contente qu'il y ait des avancées à ce niveau-là, puis je ne le savais pas, donc c'est toi qui me l'as appris. Puis, tu m'as aussi appris en fait, vous offrez des formations. Je pensais que vous offriez des formations seulement à ceux qui voulaient devenir aromathérapeute. C'est pas juste ça, là. Non, non, c'est ça. Nos formations à la base sont vraiment des journées thématiques accessibles pour tous qui ne demandent aucun prérequis, c'est de venir vivre une expérience olfactive
que ce soit l'art des parfums, de créer son propre parfum avec seulement son intuition et son nez, sans savoir qu'est-ce qu'on met dedans. On a des formations d'aromathérapie énergétique ou spirituelle. C'est vraiment le dada de Michael, c'est son enseignement. Il y excelle beaucoup c'est une rencontre de cœur à cœur avec les huiles et les autres participants aussi. Donc, ce sont des journées thématiques où est-ce qu'on repart complètement comblé, rempli d'amour, de découvertes. Où est-ce qu'il n'y a pas d'attente, c'est pas une journée de PowerPoint là, puis d'informations techniques, c'est vraiment une rencontre avec les huiles essentielles, avec soi-même et avec les autres, donc aucun prérequis. C'est la même chose pour des journées d'herboristerie que j'offre, c'est des journées thématiques qui sont vraiment accessibles pour tout le monde. On a des journées, on a des formations en ligne, on les a en personne. Et la formation qui est vraiment diplômante, c'est le certificat de conseiller expert en aromathérapie, mais comme il est divisé sur 4 niveaux, le premier niveau, c'est aromathérapie familiale. Donc, c'est vraiment conçu pour outiller n'importe qui ne se connaît pas en aromathérapie puis qui aimerait l'utiliser pour sa famille et son autonomie personnelle en étudiant 20 monographies d'huile essentielle à fond, la trousse d'huile essentielle qu'elle peut faire venir également, les vidéos, les quiz, les études de cas, la communauté de l'Académie Jardin de Vie pour laquelle vous avez accès à vie. Donc ça, c'est aromathérapie familiale. Ensuite, c'est vraiment les passionnés qui veulent poursuivre. C'est ceux qui vont dire, ah, moi, dans mon travail, dans ma vie personnelle, ça me passionne, je veux en savoir plus. Ils vont aller vers le niveau 2, aromathérapie professionnelle, ensuite le niveau 3, aromathérapie avancée, et il y a le niveau 4 qui est accessible pour tout le monde, c'est l'art de la distillation. Donc, des fois, dans un couple, la femme fait aromathérapie familiale et le conjoint fait l'art de la distillation. Il dit, chérie, moi, je vais te faire l'alambic, moi, t'es distillé, toi, t'es utilisé. Vice-versa. Ça peut être ça aussi. Et on peut tout faire ça en ligne? C'est totalement en ligne, disponible à vie, sans stress, sans date butoir. On a des rencontres mensuelles de questions-réponses pour que je puisse, en groupe, répondre à vos questions. Vous avez votre tutorat privé également. Donc, il y a juste le tutorat privé qui est comme pour un temps défini pour chaque niveau. Mais sinon, vous avez accès à votre formation et à la communauté à vie. Il n'y a pas de date butoir, c'est 100% votre rythme. On est là pour vous motiver quand même, puis vous aider à persévérer. Puis une fois qu'on a acheté un cours, moi, ce que j'aime, c'est de savoir que les gens rentrent dedans, qu'ils sentent les huiles. Mais tu sais, vous pouvez faire ça avant de vous coucher, là, parce que c'est pas, c'est quelque chose que vous allez avoir à explorer. Vous explorez le sapin baumier. Alors, vous devez le sentir, écrire dessus. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Pourquoi vous aimeriez l'utiliser? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, ce soir, je vais en mettre sur ma tête d'oreiller. Je vais voir. Là, vous allez m'écrire votre expérimentation. C'est le fun. Puis là, ensuite, vous allez aller lire tout qu'est-ce que fait le sapin. Ah, je pourrais l'essayer aussi pour une infection urinaire, une infection respiratoire, me donner de l'énergie quand je suis fatiguée, calmer des crampes aux mollets, des torticolis. Et là, on se dit, wow, je peux l'essayer pour tout ça. C'est incroyable, juste le sapin, ce que je peux faire. Et là, ben, vous en avez 20 à chaque niveau à explorer, à découvrir, plus les vidéos thématiques. Et plus vous avancez au niveau 3, on en découvre une quarantaine. Donc, en fait, c'est du jeu, c'est du plaisir. Ben, c'est vraiment intéressant, puis c'est passionnant, puis tu as l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir aussi en parlant. C'est déjà la fin de notre rencontre, Véronique. Et je te laisse le mot de la fin si tu as un message inspirant à nous communiquer. Ça, c'est comme une surprise. Oui, c'est ça. Tu peux faire semblant que ça fige, on est sur Zoom. Oui, c'est ça. Un message inspirant que tu voudrais nous communiquer Ben, pour... je vais très spontanément. C'est un défi. Je vous lance un défi de découvrir une huile essentielle du Québec, que peut-être vous allez trouver en boutique d'aliments naturels ou en boutique spécialisée, et de l'explorer à fond et de sortir du cadre. Parce que même les livres, les formations nous enseignent, bon, l'huile, elle fait ça, 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 ça.
moi, je vous propose d'y aller avec votre intuition. Il y a un minimum d'informations que vous pouvez aller chercher pour vous sécuriser sur l'usage correct, sécuritaire de cette huile essentielle-là. Mais sinon, je vous propose de sortir du cadre et de laisser parler votre intuition et votre ressenti et de l'utiliser à toutes les sauces et tous les besoins personnels et familiaux. OK, il y a ci. OK, on l'essaye. Tu as un bouton? OK, on l'essaye. Ah, tu as une crampe? Attends, je vais t'aider. Tu t'es cogné l'orteil. On va voir. Et il n'y a rien de mieux pour plonger dans l'aromathérapie et découvrir le vaste usage et potentiel des huiles essentielles quand on les explore à fond. Et ça nous permet peut-être de découvrir de nouvelles utilités où est-ce qu'on va dire, ah, ben pour moi, là, je l'ai essayé pour ça, puis hey, ça a marché, puis c'est pas écrit nulle part. Mais si on le fait pas, puis on ne l'essaie pas, on s'en rendra jamais compte. Il faut sortir du cadre et il faut commencer quelque part. Et ce quelque part-là commence avec votre nez. Et je reprends ici aussi des mots de Michael qui dit, on dit le nez connaît, mais en anglais, c'est beaucoup mieux, the nose knows. Le nez connaît, the nose knows. Alors, allez dans un espace, une place où vous pouvez sentir les odeurs toujours naturelles, pas de fragrance synthétique, sortez des boutiques de parfums puis de chandelles, allez dans une place qu'on vend des produits de qualité, de grade thérapeutique et laissez-vous guider par votre nez. Votre nez connaît, votre nez sait avec votre ressenti qu'est-ce qui est bien pour vous en ce moment, présentement. Et allez-y avec votre intuition. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à vous-même et vous allez choisir ce que vous avez besoin présentement, même si votre mental ne sait pas, même s'il n'y a pas un livre qui va vous dire pourquoi vous avez besoin de ça. C'est pas grave, ça vous fait du bien. La fréquence, l'odeur, quand elle est à l'intérieur de vous, vous avez une fusion et ça vous fait du bien, vous vous sentez bien, ça va être votre moment à vous. Donc, il ne faut pas tarder, il faut y aller le plus tôt possible pour intégrer l'information puis la mettre en pratique le plus vite possible. Donc là, tu me donnes le goût. On, on change nos parfums pour des huiles essentielles. Oui. Euh, on met de l'ambiance dans nos vies grâce aux huiles essentielles. On prend soin de nous grâce aux huiles essentielles. Puis c'est fort, ça, de nose nose. C'est vraiment bien. Oui. On va retenir ça, Véronique. On va retenir aussi que tu as écrit un magnifique livre qui va Oui. habiter ma table de chevet pour au moins les 20 prochaines années. Merci Oui, tout beaucoup pour frais. ça. Merci. Tout frais, hein, septembre 2024. Donc, très, très à jour. Il va l'être pour de nombreuses années parce qu'une très grande richesse d'informations. J'en suis très contente. Mais en plus, je le trouve très beau. Il faudra qu'on se rencontre parce que je veux que tu m'autographies mon livre. Avec plaisir. Merci infiniment, Véronique. Puis je te souhaite une belle saison, plein de gens à tes formations, encore et toujours. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Evelyne. Je suis très honorée. Merci. À bientôt. À bientôt. Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens.